Un panel devant une audience qui s'intéresse à la fois aux opportunités d'investissement en Tunisie et au développement économique de la Tunisie, et aussi, comme on a vu juste dans le panel devant nous, aux opportunités d'affaires dans d'autres régions du continent de l'Afrique, la région du Maghreb bien sûr, mais aussi la région subsaharienne, qui est une région qui affiche une croissance de à peu près 7% les dernières années et dans les années à venir, et dans laquelle la Tunisie exporte jusqu'à aujourd'hui que 2,2% des exportations de biens. Donc il y a beaucoup d'opportunités à saisir, je crois. Let's Look Toward Africa ensemble. Nous avons avec nous un panel très riche d'expériences et de vécu en Afrique aujourd'hui avec nous. Je crois que chacun des panélistes a des expériences fortes d'affaires, même de vie en Afrique, et nous allons essayer de profiter le maximum de cela. Nous allons parler des partenariats, comme on avait fait déjà un peu avec Mme Nasmoud dans le panel d'avant. Nous allons parler des partenariats avec les entreprises, et après nous allons parler des opportunités en Afrique, des forces et faiblesses de la Tunisie pour se positionner comme hub, et d'autres questions comme le financement pour les PME, etc. Mais en même temps, je vais essayer de laisser de la place pour la discussion avec le panel, à peu près 10 à 15 minutes vers la fin du panel. J'espère que ça marchera. Donc sans plus tarder, j'aimerais bien introduire Monsieur le secrétaire d'État chargé de la diplomatie économique au sein du ministère des Affaires étrangères, Monsieur Hatem Ferjani, pour donner son keynote speech ici au pupitre. Juriste de profession, M. Ferjani a travaillé pour le compte de plusieurs entreprises multinationales en Europe et au Moyen-Orient. Avant de prendre son poste actuel, il était vice-président au bureau de l'AFP chargé des relations extérieures. Il a été nommé secrétaire d'État chargé de la diplomatie économique au sein du dernier gouvernement de M. Youssef Chahed en mois de septembre cette année, un poste nouvellement créé, et je dirais créé sur mesure. Monsieur Ferjani, je vous invite pour votre keynote speech au podium. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Par contre, je vais intervenir en arabe, et je crois qu'il n'y a pas de traduction aujourd'hui, non? Sinon, je parle en français. السيد المدير العام لوكالة النود بالاستثمار الخارجي، السادة الضيوف والحضور الكرام، سيدتي سادتي، يطيب لي أن أشارك اليوم في أشغال الدورة 18 لمنتدى تونس للاستثمار 2017 الذي ينتظم تحت سامي إشراف السيد رئيس الحكومة، ويندرج ضمن موضوع تونس الجديدة، رؤية جديدة للاستثمار. موضوع عنده ذو رمزية ويحمل العديد الآمال والآفاق لمستقبل أفضل وفرص جديدة لجميع مكونات المجتمع التونسي. واسمحوا لي كذلك بأن أعبر عن سعادتي اليوم بأن تكون مداخلتي حول موضوع يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لي شخصيا ولحكومة الوحدة الوطنية، وهو النظرة نحو إفريقيا بهدف التوصل سويا إلى مزيد دعم مكانة بلادنا كمحور إقليمي. إن تنظيم هذه التظاهرة يقتضي أو يكتسي أهمية قصوى بالنظر لما تشهده القارة الإفريقية من تطور ملحوظ في هذه القارة الغنية بالثروات الطبيعية والإمكانيات الكبيرة، أصبحت تمثل اليوم قطبا للنمو الاقتصادي والديموغرافي، كما أن الفرص العديدة المتاحة للاستثمار في القارة والمنافسة المتصاعدة للقوى العالمية تفرض على دولنا الإفريقية وضع استراتيجية تعاون وشراكة طويلة المدى مبنية على أساس علاقات اقتصادية صلبة وتهدف إلى دعم التعاون جنوب-جنوب. أصحاب السعادة سيدتي سادتي، إن تونس التي تتمتع برصيد هام خاصة من خلال موقعها الاستراتيجي ومواردها البشرية ومهاراتها وبنيتها التحتية المتميزة
إضافة إلى إطار قانوني ومؤسساتي في طور التحييم مؤهلة لأن تكون جسرا للتواصل بين دول الشمال والجنوب. كما أن القانون الجديد للاستثمار كما أكد عليه اليوم السيد رئيس الحكومة الذي دخل حيز النفاذ في غرة أبريل 2017 يستجيب إلى المعايير الدولية من خلال الحوافز والتشجيعات التي يوفرها لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يجعل بلادنا اليوم على ثقة تامة بأن الحلم الإفريقي أصبح واقعا، ولعل نسب النمو المسجلة في دول القارة هي أكبر حافز لنا جميعا لتحقيق هذا الحلم. تموقع تونس استراتيجي كهمزة وصل بين حوضي المتوسط الشرقي والغربي وقربها شديد من القارة الأوروبية التي لا يفصلها عنها إلا 140 كيلومتر، علاوة على تواجدها على بعد 3 ساعات جوا من أغلب المدن الشرق الأوسطية الكبرى، جعل منها أفضل الوجهات الاستثمارية لتغطية الدول الأوروبية من جهة ودول إفريقيا والخليج العربي من جهة أخرى. لقد أورثت الجغرافيا تونس موقعا استراتيجيا متميزا عليها أن توظفه التوظيف الأمثل لتنخرط في الديناميكية الاقتصادية للدول المتقدمة. إن هدفنا إذن هو تطوير هذا التموقع اللوجستي الأورو متوسطي والمنفتح على العالمين العربي والإفريقي لامتلاك القدرة على تطوير مشاريع اقتصادية وأنشطة استثمارية وكذلك شراكات تتماشى مع التعاطي الإقليمي والدولي. أصحاب السعادة سيدتي سادتي، لقد توقفت تونس في أن تصبح ولا توافقت سامحني في أن تصبح محورا إقليميا في عديد المجالات على غرار تكنولوجيات الاتصال، وذلك بفضل ما تصف به من رصيد رقمي وبشري، علاوة على عديد الفرص التي يوفرها التعاون الثلاثي بين تونس وأوروبا وإفريقيا. وعلى هذا الأساس يجب التأكيد على أن النمو الاقتصادي للسنوات الخمس الأخيرة كان أساسا ثمرة التبادل الرقمي وليس البضاعة، كما أن قطاع تكنولوجيات الاتصال يمثل بالنسبة إلينا مجالا ذو أولوية، حيث يساهم بنسبة 7% من الدخل القومي الخام، والهدف المأمول هو مضاعفة هذه المساهمة بفضل الاستراتيجية الرقمية 2020. ويمثل المجال الرقمي أيضا رهانا محوريا لتنمية القارة الإفريقية التي تعد 200 مليون نسمة في سن أقل من 25 سنة، والتي ستصبح القارة الفتية رقم 1 في العالم وأكبر سوق في هذا المجال بفضل ملايين مستعملي الإنترنت الجدد. ومن الضروري أن تقوم الدول الإفريقية بتوحيد جهودها للمساهمة الفعالة في تنمية هذه القارة. وبعدما دعمت علاقتها بالاتحاد الأوروبي، فإن تونس تتموقع اليوم كبوابة متميزة لهذا الفضاء الرحب، وعلى هذا الأساس فهي مدعوة إلى الانخراط في دبلوماسية اقتصادية نشيطة وفاعلة، وأن تدعم من أجل ذلك بيئتها الإنتاجية. ومن الضروري الإشارة هنا إلى نجاح الدبلوماسية الاقتصادية التونسية. يفرض لنجاحها لابد من فرض تدعيم الموارد البشرية بما يقتضي بدوره دعم تنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والمؤسسات الاقتصادية وأصحاب المؤسسات ومستشاري التصدير والمنظمات غير الحكومية وكذلك الجامعات. كما أن الدبلوماسية الاقتصادية يجب أن تكون دبلوماسية جريئة، دبلوماسية أجريسيف وناجعة. لذلك سنتعامل مع الفعل الدبلوماسي كعملية تسويقية دائمة لتونس ومنتجاتها المتنوعة، وسيتم الاستئناس بالمقاربات في ذلك بالمقاربات الترويجية العصرية للشركات والمؤسسات الربحية، فضلا عن إشاعة ثقافة الالتزام بالنتائج لدى كل الفاعلين في الحقل الدبلوماسي ووزارة الخارجية بكل ما تسخر من كفاءات قادرة على رفع هذه التحديات. سيدتي سادتي، لقد أعادت الحكومة التونسية توجيه سياستها إلى الخارجية
بجعل القارة الإفريقية من أولى اهتماماتها، وذلك عبر تكثيف من المهمات الاقتصادية ومنتديات الأعمال وتوسيع شبكة الدول التي تغطيها الخطوط الجوية التونسية، والترفيع في عدد الطلبة الأفارقة المزاولين لتعليمهم الجامعي في تونس إلى 20,000 يفوق سنة 2020. وتتمتع تونس كذلك بمؤهلات في عديد المجالات والقطاعات ذات المردودية العالية على غرار السياحة الاستشفائية والتعليم العالي والصناعة والاستشارة، بما يؤهلها للظفر بنصيب معتبر من الأسواق الإفريقية والسوق الإفريقية جنوب الصحراء التي تشهد اتساعا مضطردا. وخير دليل على ذلك انضمامنا المرتقب للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا الكوميزا التي تضم 19 دولة و500 مليون ساكن. كما نأمل أيضا أن نصبح عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا السيدياو في شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد أن تحصلنا على صفة عضو ملاحق في 4 جوان 2017 بمناسبة قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي التأمت في مونروفيا بليبيريا. إن تشبث تونس التام ببعد الإفريقي الهدف منه الأساسي هو جعل المصالح الحيوية لقارتنا أولوية في سلم تحركاتنا الخارجية التي تعطي الأفضلية لشراكة شمولية متضامنة ذات ربح متبادل. وعلى هذا الأساس خصصت خطة التحرك التي تم وضعها من قبل الحكومة في سنة 2016 بعدا ملموسا لهذا التعاون، مع التركيز على الأهداف المحددة التالية: تدعيم شبكة تمثيلنا الدبلوماسي من خلال فتح سفارتين بكل من بوركينا فاسو وكينيا، مضاعفة الزيارات على أعلى مستوى كتلك التي أجراها السيد رئيس الحكومة إلى كل من نيجر وبوركينا فاسو ومالي في شهر أبريل 2017، تدعيم حضور المؤسسات التونسية بالسوق الإفريقية جنوب الصحراء التي تعد حاليا 72 مؤسسة، منها 42 بالكوت ديفوار، والتي تنشط في مجالات البنية التحتية والاستشارة والطاقة والترحيل الطبي والتجارة الدولية والقطاع البنكي. وأشير هناك ذلك بكل فخر واعتزاز إلى تواجدنا النشيط برواندا وبجمهورية الكونغو والكاميرون من خلال الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الدولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية. تدعيم التغطية الجوية أيضا عبر فتح خط جوي مباشر مع كوناكري في شهر مارس 2017، وكذلك قرار فتح 7 خطوط جديدة خلال الفترة 2017-2020 باتجاه كل من كوتونو والخرطوم في ديسمبر 2017، ونجامينا وكنشاسا في أبريل 2018، ولاغوس وأكرا في أبريل 2019، وليبرفيل في أبريل 2020. كذلك إنشاء خط بحري يربط تونس بدول غرب أفريقيا ووسطها. أصحاب السعادة، السادة ضيوف الحضور الكرام، سيدتي سادتي، إنني على قناعة تامة بأن العلاقات الثنائية بين تونس والدول الإفريقية المبنية تقليديا على التضامن والتعاون المثمر تتمتع بإمكانيات واعدة لمزيد التطور والوصول بها إلى تأسيس شراكة استراتيجية دائمة في جميع المجالات. وفي نفس هذا السياق فإن المواعيد والمبادرات المقبلة على غرار البعثات المتنقلة وزيارات الوفود الاقتصادية وفتح 5 ممثليات تجارية جديدة طرف سيبكس واجتماعات اللجان المشتركة الثنائية من شأنها أن تدعم وتنوع هذا التعاون. وأني كذلك على يقين أنه وبتضافر كل الجهود في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP سنتوفق سويا في تذليل كافة صعوبات التنمية والنمو والاستجابة إلى تحقيق تطلعات شعوبنا لمستقبل أفضل. وشكرا على حسن الانتباه، وأتمنى لكم التوفيق في مواصلة أعمالكم. شكرا. Malheureusement, vous devez nous quitter directement à cause des engagements importants
qualification professionnelle que vous avez. Donc, c'est cela que M. Hayet et moi vont vous donner votre certificat de remerciement tout de suite. Merci beaucoup. Donc nous enchaînons et nous demeurons la discussion sur le panel et j'aimerais bien démarrer avec M. Jean-Louis Guigou, président de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen. Vous êtes professeur universitaire et vous avez fondé l'Institut IPMED en 2006 pour en devenir le président en 2016. D'ailleurs, vous avez succédé notre cher ami tunisien Medeb à ce poste-là. Depuis un certain moment, vous avez écrit sur le terme de la coproduction. C'est une notion qui décrit le partenariat gagnant-gagnant nord-sud entre entreprises du nord de la Méditerranée et du sud de la Méditerranée. Il s'agit d'attirer des investisseurs d'une manière de gagnant-gagnant, une manière qui facilite le transfert de la technologie et le partage de valeur ajoutée. Dans ce cadre, l'Afrique subsaharienne, je crois, joue aussi un rôle important. Est-ce que vous pouvez maintenant nous décrire quelle est la nature de ces partenariats? Qu'est-ce que vous comprenez concrètement avec ces partenariats et comment vous pensez que la Tunisie, aujourd'hui, elle est apte à entrer dans tel type de partenariat? Merci, M. Guigou. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vais prendre 5-6 minutes. Je commence par perdre du temps. Et pour vous dire que j'ai assisté toute la journée, et franchement, je suis enthousiasmé. Ce matin, j'ai rarement vu une telle joie, explosion de joie. Et cet après-midi, le panel qui nous a précédés, c'était une prolifération d'intelligence et d'idées remarquables. Et donc je me pose la question, en 4 minutes, maintenant qu'il m'en reste, et que dire pour apporter une certaine valeur ajoutée? Je vais être très compact, je vais parler doucement, et je vais vous dire 2 choses, la coproduction, mais je vais le lier à la vision, parce qu'on n'a pas parlé de vision. Qu'est-ce que c'est que la coproduction? C'est produire avec. Vous avez un client, et bien ce client, vous lui dites, plutôt que de m'acheter, est-ce que tu ne veux pas produire avec moi? Ou alors vous avez un fournisseur, et vous lui dites, plutôt que de me vendre des ordinateurs, est-ce que tu ne veux pas rentrer dans ma société et me garantir que ce que tu me vends, c'est de qualité? Et donc, coproduire, c'est s'associer avec ses clients et ses fournisseurs dans la chaîne de valeur. Et les exemples sont nombreux, c'est très pertinent. Plutôt que de délocaliser les productions, plutôt que de faire venir des main-d'œuvre de Maghrébins travailler dans nos usines, tout ça c'est dépassé, c'est la coproduction. Un exemple formidable, c'est l'Allemagne. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, plutôt que de voir les Polonais et les Tchèques venir en Allemagne, c'est le capital allemand qui s'est déplacé en Pologne et en Tchéquie. Et les Polonais sont restés chez eux, et les Allemands leur ont dit, vous êtes des partenaires, on ne va pas vous exploiter, ce n'est pas notre intérêt. Vous n'êtes pas des sous-traitants, non, non. Vous êtes des associés, pas des sous-traitants. Très bien. Et donc, c'est cette idée que le client devient partenaire, le fournisseur. Voici un deuxième exemple. Notre président de la République, l'ancien de François Hollande, était trop heureux de dire que l'on a vendu effectivement 2 millions de TGV aux Américains. C'est vrai. Mais la vérité,
c'est que les TGV, ils ne sont pas produits en France, ils ne sont pas produits à Belfort. Les Américains ont dit, ils sont produits chez nous. Les 2 millions, c'est 2 millions d'assistance technique, de royalties. Que nous disent les Algériens? On veut vendre des Peugeot en Algérie. Ils disent, vous êtes bien gentils, mais produire des Peugeot en France avec des immigrés maghrébins, c'est fini. Il faut venir produire en Algérie ou en Tunisie. Et donc voici. C'est la redistribution de l'appareil de production. Le commerce diminue et il est remplacé par des alliances de production. Et ces alliances ont des vertus extraordinaires, notamment pour la Tunisie, je veux le dire, mais c'est d'abord le transfert de technologie. Celui qui en a, il le transfère à l'autre parce que c'est son associé. C'est le partage de la valeur ajoutée. Et puis tout ce que le client sait, il le dit à son fournisseur. Et donc le client enrichit le fournisseur. Et donc il y a un dégain de productivité extraordinaire. Et donc la Tunisie, il y a trop d'entreprises, excusez-moi je suis un peu direct, sans trop de nuances, mais au moins l'idée est claire. Il y a trop d'entreprises familiales fermées sur elles-mêmes. Et par contre, tous les auteurs vous ont dit ce matin qu'il y a un potentiel de croissance énorme. Et tous vous ont dit, il faut des technopoles, il faut modifier le règlement des IDE, il faut baisser les droits. Moi je vous dis, vous avez oublié l'essentiel, faites de la coproduction. Chers amis, 85% de votre commerce international, et qui est relativement équilibré, la valeur ajoutée, et puis tout ce que le client sait, il le dit à son fournisseur, et donc le client enrichit le fournisseur, et donc il y a un dégain de productivité extraordinaire. Et donc la Tunisie, il y a trop d'entreprises, excusez-moi je suis un peu direct, sans trop de nuances, mais au moins l'idée est claire. Il y a trop d'entreprises familiales fermées sur elles-mêmes. Et par contre, tous les auteurs vous ont dit ce matin, il y a un potentiel de croissance énorme. Et tous vous ont dit, il faut des technopoles, il faut modifier le règlement des IDE, il faut baisser les droits. Non, moi je vous dis, vous avez oublié l'essentiel, faites de la coproduction. Chers amis, 85% de votre commerce international, et qui est relativement équilibré, se fait avec l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Tous vos clients et vos fournisseurs sont en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne. La meilleure des solutions, c'est de trouver parmi ces personnes qui sont juste au nord des candidats à venir coproduire et s'associer avec vous. C'est très simple. Voilà. Donc là, vous avez une source de productivité extraordinaire. Coproduction. Deuxième idée, cette idée de vision. La vision est indispensable parce qu'un peuple n'avance pas s'il ne sait pas où il va. Il faut que les dirigeants disent quelle est la vision. Vous connaissez la vision, vous m'excusez, je suis français, la vision du général de Gaulle. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ça marche pas, ça fait rien. Il a une vision. Je vais revenir. Le roi du Maroc a une vision qui est née de son père. Il dit, le Maroc, c'est un pays qui a les racines en Afrique et qui a les feuillages en Europe. Et le roi du Maroc fait le pivot entre l'Afrique et l'Europe. Et il dit, je suis le hub. Et ça fait 10 ans qu'il bosse. Et il a mis toute l'armada de la Royal Air Maroc, de l'OCP, d'Atigeri Wafa Bank, parce que les chefs d'entreprise savent quelle est la vision. Très bien. Et donc, nous avons une vision maintenant. Notre président de la République l'a énoncé clairement.
et d'une façon très claire. Et elle va nous garder pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans. Mais elle est partagée par de nombreux chefs d'État européens et africains. Et je parle avec mes mains. Au même titre que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont en train de s'arrimer. Et Trump n'y pourra rien. C'est fait. Au même titre que la Chine et les pays du sud-est asiatique sont en train de s'arrimer, le projet énoncé par Emmanuel Macron, le 29 août, devant tous les ambassadeurs de France, c'est « Je veux arrimer les pays, l'Europe et l'Afrique à travers la Méditerranée et créer un axe intégré Afrique, Méditerranée, Europe, AME, l'âme de cette verticale. » Ainsi donc, j'ai fini. Ainsi donc, voici cette vision. Et dans cette vision, ben forcément, les gouvernements, les chefs d'entreprise se positionnent. Le Maroc, c'est clair, il dit « je suis en hub ». Et il a mis tout le monde au travail. Chers amis tunisiens, faites attention. Les Algériens sont calmes, en apparence. Ils bossent beaucoup. Ils sont en train de faire le plus grand projet d'aménagement du territoire, et je vous parle en tant que datar. De mon point de vue, c'est le plus grand projet d'aménagement du territoire au monde. Ils sont en train d'aller de Alger-Cherchel, Tamanrasset, Lagos, 2 fois 3 voies, chemin de fer, haut débit, gazoduc, 6000 km en 6 jours. Imaginez ce que va représenter cet axe qui traverse l'Afrique et qui va alimenter tous les pays. Et évidemment, il y a une bretelle pour aller en Tunisie, et pour le moment, il n'y a pas de bretelle pour aller au Maroc. Je termine sur le point suivant. Quelle est la vision de la Tunisie? Vous avez parlé de beaucoup de commerce, mais le reste à élaborer, excusez-moi, mais cette vision, je pense que M. Jalloul Ayed a de bonnes idées là-dessus. Vous pouvez devenir le hub de la connaissance. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces réflexions, M. Guigou, et je crois que M. Ayed, il aimerait bien rebondir sur ça vers la fin du panel, disons, parce que là, je crois qu'on va rester un peu sur la pratique. Et en Tunisie, vous avez commencé avec la notion de la coproduction, et j'aimerais bien exploiter la mise en place de cette notion en Tunisie. Est-ce qu'il y a des exemples concrets ici en Tunisie déjà? Et là, je passe à M. Bassam Loukil, qui est le président du groupe Loukil et aussi président du TABC, Tunisian African Business Council. Pour ceux qui ne la connaissent pas, aussi en Tunisie, tout le monde connaît la groupe Loukil, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un groupe avec 35 filiales, plus que 4500 employés en Tunisie qui est actif dans tous les secteurs confondus, l'industrie automobile, BTP, l'éthique, la promotion immobilière. Et je crois que vous êtes un, sinon le pionnier de la Tunisie en Afrique. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez déjà tenté des partenariats tels qu'ils ont été expliqués par M. Guigou? Et peut-être, est-ce que ce genre de partenariat vous a permis de réussir sur le marché africain? Oui ou non? Et si oui, ça serait bien d'avoir un exemple. D'accord. Merci beaucoup. Tout d'abord, il y a plusieurs pionniers tunisiens en Afrique qui existent déjà depuis les années 60. La Tunisie était absente de l'Afrique pendant, je dirais, 3 décennies. Et nous sommes peut-être en retard par rapport à nos voisins et amis du Maroc, mais je pense que la Tunisie a déjà une histoire avec l'Afrique, l'histoire qui a commencé avec Bourguiba dans les années 60, et sur laquelle aujourd'hui nous sommes en train de bâtir cette nouvelle vision. Pour ce qui est justement du sujet de la coproduction et de partenariat, moi j'aimerais bien parler beaucoup plus de partenariat que de la production, parce que aujourd'hui, quand on voit les multinationales et on voit l'avancée ou la longueur d'avance que plusieurs de nos concurrents turcs, chinois, marocains, etc., et surtout les Français ont sur l'Afrique, je pense que c'est trop tard pour nous de parler de coproduction. Coproduction vers l'Europe peut-être, mais coproduction vers l'Afrique, je pense que c'est trop tard. L'Afrique
est en train d'avancer à très grands pas. Comme vous l'avez cité tout à l'heure, l'Afrique aujourd'hui est en train de voir des taux de croissance moyens, un taux de 7%. Il y a des pays qui ont des chiffres, des taux de croissance à 2 chiffres, les 11-12%, ceux qui sont à 4%. Mais l'Afrique est en train d'avancer. Je pense que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, seuls en tant qu'entreprise et opérateurs tunisiens, pour aller vraiment s'installer et adhérer à cette politique de développement accélérée de l'Afrique. Donc il va falloir qu'on se penche beaucoup plus sur le partenariat, que ce soit intra-tunisien ou alors avec nos amis européens. C'est là où la Tunisie peut jouer le rôle de portail, justement le lien entre le nord de la Méditerranée, l'Europe, le monde arabe. Aujourd'hui, on voit aussi que les pays du Golfe s'intéressent énormément à l'Afrique. Rien que la semaine dernière, il y a eu, je pense, 2 forums africains, un à Doha et un à Dubaï, par hasard dans la même semaine. Mais cela confirme que même le monde arabe s'intéresse à l'Afrique. Et c'est là où la Tunisie, avec sa jeunesse, avec ses compétences en matière de santé, éducation nationale, les nouvelles technologies. On a aussi l'industrie, il y a plusieurs industries. Je laisserai la parole à mon ami Hatem Deghizi de parler tout à l'heure de l'industrie de l'agroalimentaire aussi. Nous avons, je pense, que suffisamment de compétences, petits pays que nous sommes, mais nous sommes assez expérimentés et assez rodés aujourd'hui pour jouer un rôle important justement dans la liaison de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et c'est là où on doit jouer, et c'est là où on doit vraiment justement proposer des partenariats gagnant-gagnant intéressants. Et le nouvel élément qui doit être rajouté à ce partenariat aujourd'hui, ce sont nos compatriotes africains. Auparavant, on regardait l'Afrique subsaharienne d'en haut, alors qu'aujourd'hui, nous voulons profiter de ces marchés et nous ne pouvons pas continuer à considérer ces marchés juste en termes de vente et de distribution uniquement. Aujourd'hui, nous devons penser à des projets de partenariat englobant les Européens, nos amis et nos alliés de l'Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne, mais aussi les partenaires africains qui ont aussi profiter de la croissance et du développement de leur continent pour construire ce partenariat à long terme. Oui. Alors, par exemple, vous avez cité tout à l'heure l'industrie de l'automobile. Aujourd'hui, l'industrie de l'automobile sur l'Afrique subsaharienne ne peut pas continuer à agir comme un choix d'un pôle au Maroc, un pôle en Égypte, et le reste, c'est juste des marchés. Non. Il va falloir, à un moment donné, se dire, voilà, le Nigeria, c'est un grand marché de 190 millions d'habitants. C'est un marché qui peut déverser sur plusieurs marchés voisins. C'est là où il va falloir s'installer pour le secteur de l'industrie automobile, par exemple. Aujourd'hui, vous avez le Mali, c'est un pays enclavé, certes, mais il y a 7-8 pays au voisinage, et à partir duquel on peut développer une industrie agroalimentaire d'appoint. Il y a l'eau, il y a les terres arables, etc. Et c'est là où on peut s'installer pour produire, transformer et distribuer sur la zone. Il y a les pôles santé. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple au Tchad, il y a la faculté de sciences de Sfax qui est en train d'installer la faculté de médecine à N'Djamena. Et à partir de là, on peut développer une plateforme de santé pour la région, toujours dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant. Il y a l'industrie de l'aéronautique. Aujourd'hui, il y a une industrie de l'aéronautique en Tunisie, il y a une autre au Maroc, mais je pense que le continent a beaucoup plus à offrir et des bases pareilles peuvent s'installer en Éthiopie. Aujourd'hui, Ethiopian Airlines est parmi les meilleures compagnies aériennes non seulement de l'Afrique, mais aussi du Moyen-Orient. Et là où une industrie de l'aéronautique aussi peut s'installer en profitant des expériences pour créer des projets de partenariat. Je pense qu'il y a une vingtaine de sociétés dans le secteur de l'aéronautique aujourd'hui, en Tunisie, une intégration à très haute valeur ajoutée qui peut profiter à nos amis de l'Éthiopie pour justement ouvrir la porte à ces opérateurs tunisiens qui ont aussi des partenaires français et allemands pour aller s'installer en Éthiopie.
Les exemples sont multiples. Et les nouvelles technologies. Aujourd'hui, Djibouti est en train de se positionner comme une plateforme d'Internet. Et ce qu'on appelle le Smart Backbone of Africa, vous savez, il y a le réseau informatique télécom africain aujourd'hui qui passe par Djibouti, je pense l'Afrique du Sud, le Sénégal, et probablement le Kenya. Et le Djibouti est en train de jouer un très grand rôle sur ce qu'on appelle le Smart Africa. Et la Tunisie peut jouer un excellent rôle là-dedans avec des partenaires européens et locaux. Donc, la coproduction, oui, je pense qu'on a dépassé peut-être de 5 ans ce stade. Il va falloir qu'on aille vers le partenariat pour que ça soit durable. Vous êtes aussi engagé dans tel partenariat. Est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous pouvez nous donner dans, disons, quelques petites phrases? J'ai entendu d'un partenariat avec un groupe égyptien, oui. Le groupe UNER. Il y a le groupe UNER de l'Égypte qui, jusqu'à là, n'a pu couvrir l'Afrique de l'Est, qui veut couvrir l'Afrique de l'Ouest. C'est loin, logistiquement parlant, c'est difficile pour lui. Donc on a décidé de monter une usine en partenariat ici en Tunisie, 50-50, justement pour couvrir les pays du Maghreb, mais aussi l'Afrique de l'Ouest. On a fait la même chose avec Photon, pour tout ce qui est production de pick-up. Photon, ce sont des Chinois qui ont essayé à maintes reprises et pendant plusieurs années de s'intégrer pleinement en Afrique de l'Ouest, l'Algérie et la Libye. Ils ont décidé aussi de monter une unité de montage de pick-up et de camions légers ici avec nous en Tunisie pour couvrir encore une fois l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Il n'est pas exclu demain de monter une usine en Côte d'Ivoire ou pourquoi pas le Bénin, puisqu'on y part le 13 décembre, et j'en profite pour l'annoncer encore une fois, en tant que TABC, et pourquoi pas le Bénin aussi. Donc il y a aujourd'hui une volonté réelle, que ce soit des pays asiatiques ou de l'Europe, pour justement se repositionner, pour ne pas dire conquérir l'Afrique, se repositionner sur le marché africain. Mais je pense que la meilleure façon pour que ce soit durable cette fois-ci, que ce ne soit pas perçu comme du colonialisme déguisé, il faut qu'on aille sur des projets de partenariat, peut-être sur quelques pays de l'Afrique subsaharienne, la coproduction peut-être la solution, mais l'industrie n'est pas tellement développée, tout est à refaire aujourd'hui, et je pense que c'est le moment d'installer des vrais partenariats industriels. Ça peut être la distribution, ça peut être aussi par la sous-traitance pour justement aboutir sur des projets industriels. Vous avez un marché de 2 milliards de personnes à l'horizon 2050, il va falloir vraiment se positionner dès maintenant. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est des exemples très concrets. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais bien passer à une entreprise allemande, M. Slim Benhaj, qui est directeur export et business development du Henkel, une entreprise allemande, une des 30 plus grandes entreprises listées sur le DAX à Francfort, active dans les produits chimiques et du consommateur. Vous vous êtes installé en Tunisie en 1997, où vous avez créé un joint venture avec une entreprise tunisienne et qui produit les détergents et les produits cosmétiques dans 2 usines avec à peu près 300 employés. Vous fournissez de votre entreprise ici le marché de l'Afrique de l'Est, donc de l'Ouest, pardon, donc de la Côte d'Ivoire jusqu'au Congo. Pourtant, Henkel dispose d'autres unités de production en Algérie, mais aussi en Afrique du Sud, au Nigeria. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi la site de production de la Tunisie et pourquoi pour vous la Tunisie est un hub pour l'Afrique. Donc, au fait, moi je suis très passionné par des sujets qui parlent de l'Afrique parce qu'il y a le mot d'ordre, c'est l'Afrique, c'est un grand potentiel à conquérir. En 2 mots, on a une vision chez Henkel, pour rejoindre M. Guigou. Henkel dans le monde, c'est le leader en termes de technologie, en termes de brands, de marques et en termes d'innovation. Elle est présente sur 3 secteurs dans le monde, dans le secteur des détergents, dans le secteur des cosmétiques, dans le secteur des adhésifs, colle, donc industriels.
Enkel a fait beaucoup d'acquisitions. Elle est le numéro 1 au niveau mondial, au niveau des adhésifs. Et elle a une place très importante sur le secteur des détergents, aussi sur le secteur des cosmétiques. En Tunisie, Enkel a intégré la Tunisie via une joint venture avec Groupe Bouricha en février 1997. Et petit à petit, donc, on s'est focalisé sur les marques qui existaient déjà avec le partenaire tunisien, avec un know-how qu'on a ramené de l'Allemagne. Et on a commencé petit à petit à penser à faire une croissance hors de la Tunisie. La Tunisie, c'est un pays, c'est un petit pays relativement à l'Afrique. Donc, on a commencé les choses tout simplement parce que chez Enkel, Simplify, c'est une de nos piliers stratégiques. On a fait une analyse très très simple qui s'appelle SWOT, c'est les Strengths, Weaknesses, Opportunity and Threats. Et là, actuellement, si on va parcourir de 1997 à 2017, on est vraiment en ligne avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que Enkel Tunisie se voit un hub au niveau d'Enkel pour l'Afrique subsaharienne. Donc, au fait, quelles sont les forces? Pourquoi on pourra être un hub? Moi, je dirais que le facteur essentiel, c'est les ressources humaines. Il faut dire qu'en Tunisie, une des plus grandes richesses, c'est les ressources humaines, c'est la capacité, surtout, on a une population jeune, dynamique, surtout si elle est bien coachée. Je peux vous garantir qu'on est dans les top 10 peut-être au monde si on est bien coaché. La preuve, c'est que Enkel Tunisie exporte maintenant ses employés et ses cadres pour beaucoup de pays. Nous sommes présents dans pratiquement tous les pays, en Allemagne, en France, en Italie, en Turquie, en Inde, en Égypte. Donc, ce qui veut dire que le Tunisien, il dispose d'une capacité et des aptitudes à apprendre et des aptitudes linguistiques très intéressantes. Donc, le facteur humain et les compétences sont très importantes. En Tunisie, on dispose de 2 usines, une qui fabrique les détergents à Tunis et une qui fabrique les cosmétiques. Ces 2 usines sont des usines modèles en Afrique. C'est-à-dire, quand on vient auditer ces usines, on a toujours des félicitations de la part d'une équipe internationale. Donc, il faut y croire beaucoup à nos capacités et nos ressources humaines qui est notre force majeure. Aussi, on a une culture d'entreprise qui se repose sur la diversité, c'est-à-dire on ne travaille pas en solo, on est une équipe. Et d'ailleurs, le travail qu'on a fait sur l'Afrique, c'est via une équipe régionale formée de Tunisiens, d'Algériens, de Nigériens, d'Égyptiens, de Marocains, et c'est comme ça qu'on a eu une approche très simple, comment aller vers l'Afrique. Donc, cette diversité et ces équipes multifonctionnelles nous ont permis de faire un pas en avant. Donc, on a un coup d'avance en Afrique. Et comme je l'ai bien entendu, aujourd'hui, l'Afrique n'attend pas. C'est un gros potentiel, mais tout le monde est braqué sur l'Afrique. C'est simple, puisque l'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,1 milliard ou 1,2 milliard d'habitants. Comme en 2050, ça va être 2,5 millions. Et en l'aube de 2100, ça va être pratiquement 4 milliards d'habitants. Donc, c'est normal que tout le monde est focalisé sur l'Afrique, puisque c'est une opportunité et une croissance démographique de 2,7% par rapport à une moyenne mondiale de 1%. Ceci dit, il y a quelques faiblesses ou des points d'amélioration. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut être le hub, je suis un peu rassuré ce matin quand je vois qu'il y a plusieurs investissements dans l'infrastructure. Ça, c'est bien au niveau des structures portuaires, des routes, parce que ça aide beaucoup pour développer. Donc, l'investissement, donc les études qu'on a faites, et ces 3 dernières années, on a atteint des résultats plus que nos attentes. Au fait, maintenant, on est présent sur le territoire algérien, on est présent et on est le leader en Algérie. On est aussi le leader en Libye. Maintenant, on a fait, après des études avec des équipes multifonctionnelles, une acquisition au Nigeria. Le Nigeria, c'est 190 millions d'habitants. Ça s'est fait en mars 2016. Et donc, ça commence à fonctionner. On a aussi une présence au Kenya. Mais
je dirais que la partie n'est pas gagnée. Certes, nous sommes leaders dans plusieurs pays, mais qu'est-ce qu'on représente? On est loin, loin du compte. Il faut être modeste et humble et avoir les pieds sur terre parce qu'on a beaucoup de potentiel. D'ailleurs, à chaque fois qu'on se voit avec nos collègues de différents pays dans le monde, on est en train de focaliser sur l'Afrique et qu'on ne représente pas grand-chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est présent dans des pays tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Gabon, mais notre présence, elle est très timide. D'ailleurs, je vois beaucoup de collègues d'entreprises tunisiennes qui ont réussi aussi en Afrique, qui ont une présence, mais le potentiel, il est très grand. Donc, il va falloir investir. Et une des faiblesses que j'aimerais bien pallier avec nos collègues et avoir peut-être un échange, c'est comment avoir les chiffres et les datas et les market surveys. Ça nous manque beaucoup. Et d'ailleurs, on a utilisé les moyens parce que chez nous, le mot d'ordre, c'est faire le plus avec le moins. Alors, on a eu l'idée de ramener les traders. On a fait un workshop pour comprendre la spécificité de chaque pays pour bien adopter notre offre dans le domaine de FMCG parce qu'on vend des produits de grande consommation. Et ça a réussi. Petit à petit, on a des gens qui connaissent l'environnement et on a commencé à développer. On se développe à un chiffre double digit growth, mais je crois qu'on peut se développer 10 fois. L'exemple de la Turquie, il est très intéressant par rapport à l'Afrique. On est en train de prendre des enseignements. Le chemin, il est encore long, mais c'est un début de success story qu'il faudra consolider. Merci. Merci beaucoup. Donc, des importants atouts comme les ressources humaines, mais aussi des faiblesses au niveau de l'infrastructure, le port des radars et autres, mais aussi une question comment avoir les bonnes informations sur les marchés. Je crois qu'on va rebondir sur cette question encore plus tard. Mais je passe là à M. Hatem Dengezli, PDG de Landor, qui est aujourd'hui le premier producteur des préparations alimentaires en Tunisie, avec 6 ateliers de production. Vous avez un chiffre d'affaires à l'export très important, de 30%. Pourtant, j'ai appris avant ce panel que l'Afrique, pour vous, elle a posé beaucoup de challenges et surtout, c'était la question de l'infrastructure et de transport qui pose un vrai défi. Donc, c'est pour cela que vous avez décidé, au lieu d'exporter, de vous implanter carrément en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les avantages, mais aussi les difficultés liées à une telle implantation en Afrique pour une entreprise comme le vôtre en Tunisie? Très bien, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Moi, je vais commencer par être moins gentil avec la Tunisie, parce que je sens que nous sommes encore une fois en train d'arrondir les angles. Je vais prendre un morceau de l'intervention de M. Guigou. La Tunisie n'a aucune vision pour l'Afrique, elle a des intentions, il n'y a aucune administration pour attaquer l'Afrique, il n'y en a aucune infrastructure pour l'Afrique. Donc nous sommes extrêmement en retard. Solution, elle est simple. Si on va attendre, ça c'est un avis personnel, si on va attendre que l'État tunisien se met au travail, trouve les finances, transforme totalement son administration, je pense que l'Afrique, il faut l'oublier. La solution est plus directe. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut aller en Afrique seul. Et toutes les réussites et les présences africaines, c'est des décisions personnelles. C'est des entrepreneurs qui sont partis seuls. Alors, c'est pas facile, clairement. Il faut trouver les capitaux. Nous avons une politique de change, je pense, des années 70 ou 80 complètement dépassée. Il faut qu'on appelle les choses comme elles le sont. Secrétariat d'État pour l'Afrique, oui, c'est gentil, mais il faut un ministère d'Afrique si on veut rattraper. Quand on voit ce que le roi du Maroc fait, c'est des voyages de 2-3 semaines, c'est quand même impressionnant qu'un roi se déplace autant pour l'Afrique. Alors, si on le compare à notre rythme, il faut être quand même assez réaliste et arrêtant de dire Tunisie hub ou Tunisie veut. Moi, je dirais la Tunisie commence à penser à l'Afrique.
Bref. Quant à nous, alors, il y a des droits de douane, il y a des transports qui sont très chers, il y a des délais inimaginables pour l'alimentaire, 40 jours de transport maritime pour un produit qui a une DLC de 60 jours, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, il faut aller directement en Afrique. Comment le faire? Ce que nous préconisons, et là je prends le deuxième bout de mon ami Bassem, je crois moins à la coproduction, moi je crois plus au partenariat. Il faut trouver un partenaire local, et ça existe, ça demandera peut-être un peu de temps, et ce n'est pas la peine d'investir dans des usines à gaz. Il faut que nous soyons prudents, simples, et je pense aussi que nos probables partenaires africains ne cherchent pas ces usines à gaz. Ça, c'est la démarche directe. Les inconvénients, bien entendu, un investissement à l'étranger, minime soit-il, c'est un risque, comme tout investissement. Trouver les capitaux et les autorisations de la Banque centrale ont peut-être mais vraiment bien freiné, parce que bon, la Banque centrale, comme je disais tout à l'heure, sa politique de change, elle est complètement dépassée. Stabilité politique aussi, il y a quelques pays frères africains qui sont moins stables politiquement, donc il faut choisir le pays. Et pour résumer, il y a certainement des collègues industriels, allez-y par vous-même en Afrique et partez modestement. Il y a l'organisme TABC, j'ai voyagé qu'une seule fois avec eux, ils font un travail remarquable. Bassem Louki, il fait un travail remarquable et je pense que cette organisation 100% privée peut vous aider énormément à être rassuré, et vous allez trouver des collègues à vous qui ont une petite avance, qui sont totalement disposés à vous éclairer et à vous conseiller si besoin. Merci beaucoup. Encore une fois, le partenariat avec aussi les entreprises africaines, mais aussi avec les confrères tunisiens qui peuvent nous aider à avoir les bonnes informations qu'il faut pour vraiment se lancer en Afrique. J'aimerais bien continuer avec quelqu'un qui peut peut-être nous aider avec cette question manque d'informations. C'est Madame Assitane Diarra Thioune, économiste régionale de la Banque africaine de développement pour l'Afrique du Nord. Dans son passé, elle était macroéconomiste principale chargée des pays de l'Afrique subsaharienne comme le Gabon et la Guinée équatoriale pour le compte desquels elle a effectué plusieurs études sectorielles. Récemment, elle a travaillé sur une étude qui s'appelle « Les opportunités de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l'Afrique », une étude qui a été réalisée par la BAD pour le compte du MDICI, le ministère du Développement, Investissement et de la Coopération internationale. Madame Diarra, dans quelques mots, dans quelques slides peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire, selon cette étude, quelles sont les opportunités en Afrique subsaharienne, dans quel pays, sur quel secteur justement, que les entreprises tunisiennes n'ont pas encore su saisir et exploiter jusqu'à aujourd'hui? Et peut-être, je rajoute une deuxième question directement, est-ce que vous avez des propositions concrètes pour des priorités, des mesures que quand même le gouvernement tunisien ou les structures publiques devraient mettre en place pour franchir, pour exploiter ces opportunités? Merci beaucoup. Si vous permettez, je vais demander peut-être aux organisateurs de poster quelques slides pour les informations que nous avons essayé de mettre ensemble. Donc, juste pour dire que la Tunisie a de grands avantages. Pourquoi nous avons initié cette étude? Parce que c'était à la veille de Tunisie 2020 et le ministre du Développement à l'époque était en train de solliciter les ambassadeurs de tous les pays occidentaux et nous n'avons pas vu les ambassadeurs africains. Et je lui avais posé la question, Monsieur le ministre, est-ce que vous oubliez le continent sur lequel vous êtes assis et vous êtes africain? Il y a un grand marché où il y a une forte croissance
Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous intéresser davantage à l'Afrique? Il m'a répondu, mais tiens, vous êtes notre partenaire, vous êtes la Banque africaine de développement. Pourquoi vous ne pourriez pas initier avec nous une étude pour nous montrer les niches, les produits et en tout cas les réformes que nous pourrions mettre ensemble pour mieux pouvoir accéder à ce marché? Donc nous avons pensé mettre l'accent sur ce que la Tunisie a comme opportunité, comme avantage comparatif encore sous-exploité. Je crois que plusieurs intervenants l'ont déjà souligné. De par sa position géographique, la Tunisie fait de fait un pont entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Nous savons que jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup d'échanges qui se font de l'Europe sur le reste du continent. Donc la Tunisie, de fait, devrait pouvoir jouer pleinement ce rôle parce que c'est le pays le plus proche sur l'Europe. La Tunisie a également une économie très diversifiée qui a su pénétrer le marché occidental avec un taux de pénétration 60% à peu près des échanges, des flux d'échanges de la Tunisie se font avec l'Europe. Ça veut dire que la Tunisie a des produits de qualité, de standards comparables à n'importe quel partenaire qui se trouverait sur le marché africain, subsaharien avec les Tunisiens. Donc il n'y a pas de problème pour pénétrer. L'économie est diversifiée. Il faut à peu près 85 produits pour arriver à 75% du total des exportations tunisiennes. Alors que dans plusieurs pays, il faut 4, 5, 6 produits à peine pour arriver donc, au même ratio sur le total des exportations. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de potentialités sur plusieurs produits où la Tunisie pourrait compétir avec n'importe qui, en tout cas européens, chinois, j'en passe. Donc cette opportunité n'est pas exploitée. La Tunisie a également beaucoup de ressources humaines, des infrastructures qui font qu'en termes de coûts de production, elle devait avoir un avantage comparatif. Nous avons des services qui sont déjà sur lesquels les Africains du sud du Sahara se déplacent pour venir les chercher à des coûts souvent très élevés pour ces pays. Peut-être que si la Tunisie se déportait un peu sur place dans le domaine de la santé, de l'éducation, des technologies de communication ITC, la Tunisie aurait en tout cas pu augmenter sa valeur ajoutée et créer davantage de richesses et d'emplois. Donc nous pensons qu'actuellement, il y a des pays qui font vraiment une percée sur le continent et les gouvernements de ces pays sont derrière. L'exemple du Maroc a été dit, la Turquie est un partenaire, l'Égypte aussi est sur l'Afrique de l'Est. C'est pour dire qu'il ne faut pas ignorer les États. La politique, les stratégies mises en place par les États ne sont pas à négliger. Nous ne cesserons pas de rappeler aux autorités tunisiennes qu'ils ont une part de responsabilité dans l'accompagnement de l'investisseur. Dans tous les pays au monde, en Europe, partout au Japon, on accompagne les investisseurs. Et le Maroc a fait la démonstration. On vient de le dire, le roi se déplace avec une centaine d'entrepreneurs, d'opérateurs économiques. Et il rentre en dialogue avec les pouvoirs publics de ces pays qui font quelques facilitations pour les autres. Donc, ces opportunités ne sont pas à négliger. Il y a des accords qui se dessinent. La Tunisie se prononce maintenant de manière beaucoup plus forte pour accéder les communautés économiques régionales qui arrivent à offrir des marchés. Donc, je pense qu'il faut s'inspirer de ce que font les autres pour que la Tunisie puisse créer de la richesse. Le moment est vraiment beaucoup plus qu'opportun. Créer des emplois, compte tenu du fait que toute cette révolution avait été initiée et il y avait des attentes. Donc, le marché étant très réduit, à combien d'habitants? 11,5 millions d'habitants. La Tunisie n'a pas d'autre choix que s'ouvrir sur le reste du continent. Donc, nous l'encourageons dans nos dialogues avec le gouvernement, nous l'incitons, nous ferons avec eux s'il y a un besoin exprimé des réformes pour pouvoir aller dans ce sens-là. Nous avons essayé quelqu'un parlait de chiffres, on a quelques données, si on peut mettre les deuxième slide, sur la structure, voilà, sur la structure des importations. Actuellement, tout se fait avec l'Europe, mais on a pu ressortir qu'au terme des quelques initiatives privées, comme ça vient d'être dit, et des quelques efforts faits par les autorités, il y a certains opérateurs tunisiens qui arrivent à percer des marchés aussi complexes comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, comme l'Éthiopie. Nous avons noté que sur les 3 dernières années, la part des exportations tunisiennes ont augmenté. Donc les choses des chiffres qui ressortent
évolue dans le bon sens. On peut voir les produits, certains produits arrivent à percer. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment des opportunités. Il ne faut pas se décourager. La Tunisie a une technicité qui fait telle que les pays comme... Quelqu'un a parlé du Mali, je suis du Mali. Donc des pays attendent beaucoup. Il y a des partenariats que les gens souhaiteraient bien, que ces pays souhaiteraient bien développer. Donc en termes de conseils et d'orientation de politique que nous recommanderons aux autorités, c'est de s'inspirer de ce que font les autres. Nous avons des difficultés, même pour accéder, pour les opérateurs, ils ont des difficultés. Quand vous comparez Tunis Air et la Royal Air Maroc, ce n'est pas pareil. Il faut qu'il y ait des facilitations. Il faut que les opérateurs puissent avoir sur place, une fois quitté la Tunisie, il faut qu'il y ait des ambassades. Ça a été dit, il n'y a pas une mission diplomatique assez structurée, des ambassades ONU qui pour accompagner les opérateurs. Nous pensons également que l'aspect financier, il y a les banques maghrébines qui sont installées. Ce n'est pas le cas. Je suis également au Sénégal, parce que mon mari est sénégalais. Depuis plus de 30 ans, il y avait la banque sénégalo-tunisienne qui était là, mais je ne l'ai jamais vue grandir. Elle est toujours là, c'est toujours la même banque. Voilà. Donc, c'est pour dire que la Tunisie a relâché. Au moment des indépendances, il y a eu des avancées, une ouverture, mais actuellement, il y a eu peut-être 2 ou 3 décennies de ralentissement. Je viens de noter et je vois qu'il y a des opérateurs économiques qui se réveillent un peu plus. Donc, la banque ne ferait que les accompagner. Cette étude, on l'affinée. Nous avons à peu près une 50aine de slides avec des chiffres beaucoup détaillés. Les produits, les 10 premiers pays potentiellement partenaires, c'est les pays qui font des croissances de 5 jusqu'à 10%. Il y a l'Éthiopie, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a le Rwanda. Et la liste des pays sont là. On peut aller à des slides. On a sorti les 10 potentiels partenaires de la Tunisie, les 10 produits qui sont des niches potentielles pour des partenariats, les secteurs sur lesquels il faut mettre l'accent, l'aspect financier essentiel, l'aspect partenariat stratégique avec les facilitations, le transport, la logistique, et l'aspect également partenariat. Ne pas aller, comme ça a été dit, un connaisseur ou en tout cas un donneur de leçons. Il faut aussi de l'autre côté être plus ouvert parce qu'il y a plusieurs pays, plusieurs continents qui s'intéressent à l'Afrique parce que c'est le pays d'avenir et c'est le continent d'avenir avec des projections de croissance des plus fortes sur le monde. Merci. Partenariat aussi, hein? Oui. Sénégalo-malien, c'est ça? Effectivement. Mali, Sénégal, marié, c'est bien. Et les enfants, ils sont de quelle nationalité? Ils sont des deux. Merci beaucoup, Madame Diarra. Je crois que vous avez confirmé beaucoup de ce que les opérateurs ils ont vécu. Et je crois que cette étude, elle va donner encore beaucoup plus en termes d'informations de marché, sur les produits. Donc j'espère qu'elle sera publiée bientôt. J'aimerais bien passer à M. Jaloul Ayed, le président d'honneur de cette Tunisia Investment Forum, aussi président d'honneur du TABC et aussi ancien ministre des Finances auprès du 2e et 3e gouvernement post-révolution. À part ça, vous avez une expérience très très riche en Afrique et dans le monde financier. Vous étiez l'administrateur directeur général et président du comité de direction générale du groupe BMCE Banque au Maroc. Vous étiez le fondateur du BMCE Capital et vous avez créé les filiales de la groupe au Sénégal et au Cameroun. Donc je crois, s'il y a quelqu'un qui en Afrique, c'est vous. Et vous connaissez certainement aussi tous les problèmes des entreprises liés au financement. Donc, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qui a été dit, sur la question peut-être d'une manque d'une vision, aussi de la Tunisie par rapport au Maroc? Comment est-ce que la Tunisie est positionnée vis-à-vis le Maroc? Et peut-être vous avez aussi quelques mots à dire aux entreprises et aussi peut-être aux structures publiques en ce qui concerne le financement et comment ceci pourrait être amélioré. Bon, c'est un long sujet. Hein. Mais écoutez, on va essayer de le faire bref. Très rapidement, j'aimerais faire un petit aperçu comparatif entre le Maroc et la Tunisie. Au Maroc,
Et nous avons commencé par ouvrir une salle de BMC Capital, la banque d'affaires de la BMCE que j'ai créée au Sénégal et au Cameroun. Mais c'était le début. Quelques années plus tard, nous avons repris le contrôle de Bank of Africa, qui est présente dans une vingtaine de pays africains, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'à l'Afrique de l'Est. Donc c'était, pour être tout à fait honnête et modestement, c'était la BMCE qui avait commencé à se positionner en Afrique et qui a initié sa stratégie africaine. Elle a été suivie très rapidement par Attijari Bank. Et c'est ça ce qui a créé ce mouvement extraordinaire, parce que quand vous avez une présence bancaire locale, tout le reste est facile. Et ce qui s'est passé au Maroc, c'est qu'il y a aussi la Banque populaire qui nous a rejoints plus tard, quelques années plus tard. Donc le réseau bancaire des banques marocaines en Afrique est très dense et très riche. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que les grands groupes marocains ont commencé à s'intéresser à l'Afrique parce que tout simplement, elles avaient leur banque qui était présente. Ça a été dit tout à l'heure. Donc le roi a commencé à s'intéresser, à être le vrai leader. C'est lui qui a pris les choses en main et il a vraiment poussé la stratégie à telle enseigne que chaque fois, d'ailleurs si vous consultez les voyages du roi, vous allez trouver que 90% de ces voyages se font sur le continent africain et c'est devenu une vraie stratégie, une stratégie royale. Là. Donc le Maroc se place aujourd'hui comme étant le premier investisseur, au fait ex aequo presque, avec l'Afrique du Sud, une présence très significative dans le continent, aussi bien en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. La BMCE a une présence assez dense en Afrique de l'Est. Nous sommes la première banque, enfin je dis toujours nous, moi j'ai quitté depuis longtemps, mais la BMCE est toujours la première banque. D'ailleurs la BMCE a changé de nom, c'est maintenant BMCE Bank of Africa. Et alors quand je compare ça avec la Tunisie, évidemment nous avons pris du retard. Ça a été dit par Bassem, vous avez tout à fait raison. Et en Tunisie, je dirais que je dois rendre hommage aux entreprises tunisiennes qui ont pu revenir en Afrique sans l'aide de l'État, sans l'aide de personne en fait. Il faut leur rendre hommage. Parce que ce n'est pas facile. En Afrique, si vous n'avez pas un appui du gouvernement, vous ne pouvez pas réellement réussir. Et il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'entreprises tunisiennes qui se sont positionnées depuis des années en Afrique. On est honoré d'avoir certains d'entre eux dans TABC comme membres à part entière. Mais le mouvement qui s'est développé pendant les quelques dernières années, il a été développé par la société civile, par des organisations telles que, en particulier, TABC Positif. Il y a donc un appui aujourd'hui, une prise de conscience au niveau du gouvernement. La nomination d'un secrétaire d'État à la diplomatie économique est aussi un bon signe. C'est vrai que le chemin reste lent, mais il y a un début à tout. Et je pense que la Tunisie a réussi à tout pour rattraper le retard, si on peut parler de rattraper le retard. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les atouts de la Tunisie, très rapidement. La Tunisie jouit d'un capital sympathie en Afrique absolument fabuleux. Et c'est un capital sympathie qui a été planté par l'un des pères fondateurs de l'Afrique, qui est Habib Bourguiba. Ils n'ont jamais oublié. Et on le voit, on le remarque, on le sent, même dans des pays qui ne sont pas francophones, tels que le Nigeria, par exemple. De deux, la Tunisie a déjà fait ses marques dans certains secteurs dans lesquels elle a déjà un avantage compétitif aujourd'hui, très fort. Ça a été dit tout à l'heure, donc certains des secteurs dans lesquels on se positionne déjà en étant en pole position, il y a la santé. Je ne savais pas qu'on était le 15e exportateur de services santé. Aujourd'hui, la vraie guerre économique au niveau mondial, elle se situe au haut de la pyramide. C'est l'économie de la connaissance. Quand je vous dis que 60% des bébés qui sont nés aujourd'hui vont se retrouver dans des positions de travail qui ne sont même pas créées aujourd'hui. Le monde est en train de connaître une transformation absolument extraordinaire. Il faudrait que nous nous placions dans cette perspective extraordinaire. Le monde va changer. Et on peut être
nous, en Tunisie, un centre de recherche, un centre d'innovation, un centre de création de valeur. On l'a déjà prouvé modestement, et je pense qu'avec une bonne politique, avec une bonne vision, nous pouvons devenir une vraie référence. C'est vrai que nous ne sommes pas aujourd'hui un hub logistique, mais on peut le devenir aussi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si Tunisair avait les moyens financiers, seulement les moyens financiers, et une politique qui suit, vous allez voir qu'en très peu de temps, on peut devenir un vrai hub aéronautique pour l'Afrique. Et on peut couvrir aussi bien l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient, à partir de l'Europe. On peut le faire. D'ailleurs, j'ai même été invité il y a quelques années par mon ancien ami, le patron de la RAM, pour me suggérer la même chose. Un partenariat entre la RAM et Tunisair, il y a 3 ans de cela, pour dire pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ensemble. Il a vu, lui, que Tunis pouvait et devrait devenir un hub aéronautique. En attendant qu'il y ait donc cette autoroute, j'espère qu'on aura accès, ou que nous construisons donc le port d'Anfida. De toutes les manières, il y aura toujours des difficultés à transporter des marchandises vers l'Afrique. Ça, c'est un fait. Mais on peut exporter autre chose. Et on peut exporter énormément de valeur. On le fait aujourd'hui, je pense qu'on peut le faire beaucoup plus dans le futur. Alors, la deuxième question, qui est celle des financements, c'est un problème, mais c'est un problème, je pense, qu'on peut surmonter. Alors, quand on pense à l'Afrique, on pense immédiatement à l'investissement. Et on pense à la Banque centrale. Ça a été dit par mon ami tout à l'heure. Et c'est vrai. Aujourd'hui, les réserves de change de notre pays sont très serrées, pour ne pas dire assez faibles. Et si vous faites une demande à la Banque centrale d'investir en Afrique, il y a de fortes chances à ce qu'ils vous disent attendez un peu. Mais est-ce que pour cela, il faudrait se décourager? Nous allons organiser, dans le cadre de TABC, un grand forum auquel je vous invite, avec votre permission, Monsieur le Président. Ce sera le 2 et le 3 février prochain. Le 6 et 7, ça a été changé, c'est vrai. Le 6 et 7 février, mon anniversaire, 2018. Et ça va être un forum très très intéressant parce que nous allons évoquer dans les détails cette problématique de financement, aussi bien pour le commerce que pour l'investissement. Il y a des solutions. Très bien. C'est-à-dire même avec les contraintes actuelles et les contraintes de la Banque centrale, il y a des solutions. Je ne vais pas vous les livrer maintenant. Comme ça, vous venez assister à notre conférence. Merci. C'est un bon choix, M. Hayat. Merci beaucoup. Donc, la vision, elle ne doit pas forcément venir d'en haut, mais elle peut aussi venir en bas du secteur privé qui pousse le gouvernement. Je crois que c'est un bon exemple. Monsieur Guigou, vous devez quitter, c'est ça? Malheureusement, nous avons... Je vous demande d'excuser mon absence. Je dois partir, mais oui. En écoutant le plaidoyer de Jaloul Hayed, je suis un peu géographe et donc une vision m'est venue. Souvent je dis le Maghreb peut devenir le Mexique de l'Europe. Mais en vous écoutant, il faudrait dire que la Tunisie peut devenir la Californie de l'Europe. Le Silicon Valley de l'Europe. Merci beaucoup. Vous devez... doit prendre le prochain vol en France. Voilà, parce qu'on sait que l'économie de connaissance n'a pas de frontières. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais enchaîner avec notre dernière intervention sur le panel, M. Karim Aouij. Il est vice-président du pôle Afrique du Connect International, donc un des confrères du TABC, et aussi président du Souran Électrique, une entreprise avec 50 employés en Tunisie, qui est active sur 10 marchés en Afrique subsaharienne. Et c'était en fait, pour vous, l'Afrique subsaharienne, c'était le premier marché exportateur que vous avez tenté. Donc, je vous félicite pour ce courage que vous avez pris. La question que j'aimerais bien vous poser porte sur les PME. Donc, on a parlé beaucoup des grands groupes ici et des grandes entreprises.
Comment est-ce que cette question d'export et partenariat en Afrique se pose pour les entreprises de plus petite taille? Quelles sont les conditions, les enjeux auxquels vous faites face et quels sont peut-être aussi vos conseils pour les petites entreprises pour se positionner en Afrique? Micro? Oui, bonjour tout le monde. Donc effectivement, pour commencer, je tiens à rappeler un peu l'histoire de la Tunisie, qui en 1970, dans les années 70, il fallait absolument que l'économie tunisienne commence à changer, et c'est là où c'était une orientation de l'État d'encourager à la création des PME. Donc là, je saluais ce matin plusieurs capitaines d'industrie qui, certains d'entre eux, les années 70, étaient encore des lieutenants. Aujourd'hui, vous avez devant vous un lieutenant de l'industrie tunisienne qui aspire à devenir un capitaine demain. Et effectivement, je suis un modèle peut-être... on a un modèle qui peut être intéressant de présenter parce qu'on a... L'expérience a commencé en étant un hub, on va dire. Et au fait, arrivé à un certain point, mon entreprise, elle a plus de 10 ans de création. Et donc, arrivé à un certain point, nous avons un groupe pétrolier français qui nous a sollicité pour un déploiement dans notre métier en Afrique, parce qu'ils avaient un besoin assez important. Pour citer, c'est le groupe Total. Et donc, on est des fabricants de stations-service. Ils nous ont dit, vous les faites bien en Tunisie, on vous donne l'opportunité d'aller partir en Afrique pour en faire de même. Et par la même occasion, encadrer des entreprises locales à bien faire ces stations, voire les installer et tout ça. Donc on a commencé avec cette expérience. Donc c'était un client européen qui nous avait demandé de partir vers l'Afrique. Mais c'était sans avoir des bons de commande. Donc il fallait absolument partir tout seul, comme a dit tout à l'heure Sijaloul. Et donc l'expérience a commencé en 2015. Effectivement, en 2015, on parlait de l'Afrique, mais il n'y avait rien concrètement, il n'y avait pas de réseau. Bon, il fallait commencer à visiter. J'ai fait le Burkina, j'ai fait le Mali, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait la Mauritanie. Et bien évidemment, et heureusement pour moi, les commandes étaient là. Donc, quand on dit les commandes étaient là, on parle de petits montants. On parle de commandes de 40 000 euros. On parle de commandes de 60 000 euros. Avec une particularité intéressante. Et voilà pourquoi je reviens. Pourquoi la Tunisie, au niveau de la PME, ça peut être intéressant comme hub. Il faut savoir que pour 40 000 euros, ça ne fait pas bouger un Européen. Il ne faut pas prendre un billet d'avion pour partir chercher 40 000 euros de commande. Et nous, en Tunisie, on est un petit marché. Et ce qui m'attirait, c'était la régularité et la fréquence de ce marché-là. Et donc, petit à petit, on avait commencé à prospecter ces pays-là. La première année, on avait doublé de chiffre d'affaires, donc on était 50% exportateurs. L'année d'après, on avait reçu la grosse commande d'un pays anglophone, qui est le Ghana, que j'avais visité, et vu qu'ils avaient vu ce qu'on avait fait au Burkina, au Côte d'Ivoire et tout, ils nous avaient affecté une grosse commande, la commande historique, on va dire. Sauf que le problème, c'est qu'en revenant en Tunisie avec son bon de commande, on fait face à la triste réalité que les banques tunisiennes ne savent pas encore accompagner les entreprises PME pour la croissance en Afrique. Autant les grands groupes disposent de certaines garanties bancaires ou bien une forme de notoriété qui leur permet d'accéder facilement au financement, autant les PME tunisiennes, quand on rentre devant son banquier, quand on dit on a une commande du Burkina ou du Mali, étant une petite entreprise, il faut vraiment avoir des validations de très en haut au niveau de la banque. Donc c'est une forme de lobbying. Il fallait faire du lobbying auprès de mes banques pour pouvoir convaincre que nous avons cette capacité-là. Effectivement, donc, 2016, c'était 75% de chiffre d'affaires export. Et là, je reviens du Nigeria, où, comme a dit M. Jaloul Ayed et M. Loukil, le marché, il est énorme. 190 millions d'habitants, quand on va à Abuja, c'est 20 millions d'habitants. C'est plus que la Tunisie. Donc une PME tunisienne peut s'implanter uniquement
à Abuja. Et une autre peut s'implanter à Abuja, c'est 5 millions, pardonnez-moi, et Lagos, c'est 20 millions. Et une autre peut s'implanter à Abuja. Et il y a Douala, il y a d'autres pays, il y a des villes. C'est pour vous dire que le marché, il est tellement énorme que quand on va commencer à raisonner implantation, on a l'embarras du choix. Aujourd'hui, on est sollicité partout. Parmi les requêtes un peu surprenantes, c'est que vu la petite taille de mon entreprise relative, on est un champion tunisien. Hein, donc, on est le leader tunisien de notre métier. On fabrique des stations-service, mais à l'international, on est microscopique. Et ben, quand on part en Afrique, on nous demande de franchiser. On nous demande de transmettre le savoir-faire. On nous demande, est-ce que ça nous intéresse de prendre une participation dans un capital et c'est le local qui va faire tout l'investissement. Rien que pour faire un peu upgrader son entreprise pour pouvoir desservir et faire le métier qu'on fait. Donc c'est pour vous dire qu'on peut parfois trouver des opportunités, pas forcément en termes d'investissement direct, mais des opportunités en transfert de compétences et de savoir-faire. Il y a autre chose très importante. Moi, une fois, on a été contacté par des Malaisiens qui voulaient prospecter le Maroc et on les a accompagnés pour prendre un marché pétrolier de Marocains. Ils avaient reçu une commande de 2 millions d'euros. C'était avec l'intervention de mon entreprise Soran qui était en première ligne de négociation. Donc vous voyez, la Malaisie qui sollicite la Tunisie pour avoir un marché au Maroc, la France qui sollicite la Tunisie pour pouvoir desservir le continent africain, et ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi des entreprises africaines qui demandent à nouer des partenariats vers d'autres produits. Moi, on me demande est-ce que je peux les aider pour d'autres produits, pour des mises en relation et un truc comme ça. Ben, ça peut marcher. Donc c'est pour vous dire que la PME tunisienne, par contre, attention, quand on part en Afrique, il faut vraiment sécuriser ses arrières. Pas que le marché il est dangereux ou bien il y a des risques, mais c'est surtout au niveau du financement bancaire tunisien. Il ne faut pas y aller si on n'est pas sûr que nos banques, ou bien vos banques, vont être derrière vous, parce que la faillite peut être extrêmement rapide. Et donc on peut avoir de très très mauvaises surprises. Parmi les mesures d'incitation, rapidement, moi j'encourage vivement la Banque centrale a trouvé une solution pour nous, hein, parce que autant, comme j'ai dit, les grands capitaines d'industrie ont des accès faciles auprès des gouverneurs ou bien des membres du gouvernement, autant la petite PME tunisienne, ben, n'a personne pour qui contacter. Donc parfois on a des besoins petits de transfert de 5 000 euros, de 10 000 euros pour un prestataire local, pour pouvoir faire du SAV, pour pouvoir intervenir. Et ben, on n'arrive pas à faire ce genre de transfert. Deuxième chose très importante, l'Afrique ne connaît pas forcément le produit tunisien. C'est-à-dire que dans leur réflexe, ils ne vont pas penser à venir en Tunisie acheter. Peut-être qu'il y a des problématiques de visa qui commencent à être levées, mais aujourd'hui, le produit tunisien doit être connu et il ne peut être connu que si vous y allez tout seul. Moi, je crois au door-to-door, c'est-à-dire qu'il faut y aller, prendre sa petite mallette et commencer à taper sur les portes pour rencontrer les dirigeants et essayer de développer un peu son entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Aouij, pour cette expérience très riche, parfois surprenante. Il reste beaucoup d'enjeux quand même, desquels on va débattre bientôt dans d'autres forums aussi. Je vous remercie tous vivement. Cette expérience pour moi aussi de préparation à vous, c'était très enrichissant et je crois aussi pour l'audience, parce que je vois encore une grande partie de l'audience qui était là au début est encore là. Je vous remercie. Monsieur Loukil, un mot avant qu'on va vous donner les certificats. Si je peux avoir le micro, juste une petite note. La Banque centrale n'a pas de devise ni pour les grands groupes, ni pour les petites sociétés. Tout à fait, là, il y a une certaine égalité. Une correction. Il n'y a pas de devise point la ligne.